On a le plaisir d'accueillir Anne-Marie Roy. OK. Elle est nutritionniste, diplômée de l'Université Laval et prône une alimentation responsable maintenant depuis 35 ans. Elle est l'instigatrice de Clinique Renversante, un programme éducatif de 9 semaines, OK, qui accompagne les gens qui souhaitent effectuer un virage végétal de façon optimale. Il y aura une période de questions. OK. Euh, Utilisez le chat, là, OK, que vous pouvez voir probablement à votre droite. OK. À la fin, s'il y a des questions, on pourra y répondre. Alors, bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Salut OK. Eric, merci de m'accueillir de cette belle présentation. Oui, ça nous fait très plaisir. Euh, le titre du webinaire est Aliments ultra transformés, on fait le ménage. Oui. Alors, pourquoi as-tu choisi ce thème? Bien, on pourrait dire que les aliments transformés, c'est beaucoup un sujet populaire ces jours-ci, autant dans toutes sortes de médias que chez les experts en nutrition. Euh, alors, les gens pensent maintenant que tout ce qui est transformé est nécessairement mauvais et ce qui est naturel est nécessairement bon. Alors, on va mettre un petit peu de nuance là-dedans, Eric. Oui, Alors, ça fait quand même un bout de temps qu'on entend parler de ce sujet-là. Il y a plusieurs auteurs très connus qui ont, depuis des années, parlé comment l'industrie a ajouté du sucre, du sel, du gras pour rendre nos aliments addictifs, pour qu'ils puissent en vendre plus, n'est-ce pas? On a le Guide alimentaire canadien qui a mis aussi un avertissement qui dit de limiter la consommation d'aliments élevés en sodium, sel, en sucre et en gras saturés. Alors, ce n'est pas nouveau, ce sujet-là. Puis, je pense que la plupart d'entre nous, on est capable de reconnaître des aliments qui sont trop transformés. On en voit ici, je pense que tout le monde est capable de les reconnaître. Mais ça prenait une définition claire, opérationnelle, pour pouvoir faire plus de recherches et faire avancer le débat public. Parce qu'avant, on disait junk food, malbouffe, mais là, ça prenait un nouveau terme. Et c'est là qu'est arrivée la classification NOVA. Alors, cette bon, classification-là a été euh, découverte ou a été définie par une équipe de chercheurs menée par Carlos Monteiro au Brésil. Alors, c'est rendu maintenant la définition officielle des aliments ultra transformés. et c'est quoi cette super définition? Et là, c'est important qu'on la définisse en partant, là. Oui. Alors, selon Nova, bien sûr, hein, un aliment ultra transformé, puis vous allez voir de temps en temps dans la présentation AUT, ça va être aliments ultra transformés. Alors, ce sont des aliments transformés de façon industrielle et ça inclut nécessairement une variété d'additifs. Alors, dans le fond, Nova dit que le but de transformer ces aliments-là, c'est pour qu'ils soient meilleurs au goût, qu'ils soient plus attrayants, plus stables et plus durables. Alors, selon cette nouvelle classification-là, il y a eu une grosse étude de cohorte qui a été vraiment, ce qui est multinational, là, et on a découvert que plus les gens mangeaient d'aliments transformés, plus ils s'exposaient à de la morbidité, qu'on appelle hein, des maladies. Alors, il y avait plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2 chez les gens qui mangeaient davantage d'aliments transformés. Alors, regardons, ça a l'air de quoi, cette classification-là, qui est étalée sur 4 groupes. Donc, le premier groupe, le groupe numéro 1, qui Anne-Marie, j'ai sont... quelques personnes qui veulent rentrer. J'ai trois, quatre courriels. Ah ben oui, regardons ça, excusez-moi. C'est parce que je les voyais. Désolé, désolé. Donc, ouais, alors, désolé. Donc, alors, la catégorie 1, qui est la catégorie des aliments non transformés ou peu transformés. Alors, on aurait l'exemple d'une pomme, par exemple. Alors, on demande aux gens de fermer leur caméra, s'il vous plaît, Oui, parce que, fermez s'il étant vous plaît, donné que oui. c'est enregistré, on veut que ça reste anonyme. Alors, groupe 1, ça serait une pomme, hein, c'est non transformé.
La catégorie 2, c'est aliments ou ingrédients culinaires transformés utilisés pour cuisiner. Là, ici, on aurait le sucre, par exemple. Ensuite, la catégorie 3, c'est les aliments 1 et 2 ensemble, mais pas d'additifs. Donc, ça pourrait être quelque chose comme de la compote de pommes sucrée. Donc, ça serait catégorie 3. Et la catégorie 4, ultra transformée, serait le groupe 1 plus 2 et avec des additifs. Alors, on aurait comme par exemple des Pop-Tarts aux pommes. Alors, présentement, on pourrait dire que le système NOVA est critiqué. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec 100% de tout ce qui est dit. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on reproche, dans le fond, parfois à NOVA? C'est que ça tient compte uniquement de la transformation, mais peu de la qualité nutritionnelle ou de l'impact sur la santé réelle. Alors, ça manque un petit peu de nuance et ça pourrait confondre des consommateurs et même des professionnels de la santé. Et dans le fond, est-ce que toutes les transformations sont nécessairement négatives? Ah ah, Éric, très bonne question parce que c'est ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. On va voir que toute transformation n'est pas toujours négative. Il y a effectivement des transformations négatives, mais il y a aussi des transformations qui peuvent être positives. Alors, c'est là que ça devient important de, euh, de discuter de cette nuance-là. Alors, une transformation est négative si, par exemple, on ajoute du sucre raffiné, du sel, du gras et qu'on enlève des fibres ou des nutriments. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on ajoute ces aliments-là? Bien, l'aliment devient addictif. En anglais, on appelle hyper palatable. Hein? Les aliments sont hyper goûteux et deviennent addictifs, ce qui fait qu'on va consommer plus de calories. Et si on consomme plus de calories, bien, on s'expose à un gain de poids, hein, un surpoids, qui peut éventuellement nous mener vers le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le cancer et de mortalité de façon générale. Il y a eu une étude célèbre, Eric, qui a été faite par Kevin Hall. C'est un chercheur très, très reconnu mondialement et il a fait une étude, lui, contrôlée. Euh, et il a réalisé que plus les gens mangent d'aliments transformés, plus ils mangent de calories. En moyenne, on mange 500 calories de plus par jour lorsqu'on mange des aliments ultra transformés. Et Kevin Hall a spécifié deux conducteurs. Il y a deux éléments qui font en sorte qu'on a tendance à gagner du poids avec les aliments ultra transformés. Premier critère, c'est quand l'aliment est addictif, qu'on a de la difficulté à se contrôler. Donc, quand ils sont trop riches en gras, en sucre et en sel. Mais il y a aussi le deuxième conducteur qui est important, c'est la densité calorique, c'est-à-dire la quantité de calories par gramme. Alors, je vous ai fait un petit tableau très rapide, là. Alors, en général, les aliments qui sont riches en eau, comme les végétaux, et faibles en gras, ont tendance à avoir une densité calorique très basse. Donc, même si ces aliments-là seraient addictifs, hein, même si on les rend addictifs, mais le fait qu'il y ait une densité calorique très faible, à la limite, ce n'est pas un problème. Donc, il faut qu'il y ait les deux conducteurs pour stimuler surtout la perte de poids. Alors, les aliments qui sont plus denses en énergie, c'est en général ceux qui sont riches en sucre, en gras, et ceux qui sont pauvres en eau. Alors, la friture, par exemple, donc devient dense en calories et aussi addictif. Donc, quand on a la densité calorique élevée et l'addiction, ben là, on a les deux conducteurs idéaux pour le gain de poids. Bon, évidemment, si on transforme négativement, si on ajoute sucre, sel, gras, ben en général, on a tendance à faire augmenter la glycémie, la tension artérielle, le cholestérol, on augmente l'inflammation et on affaiblit le microbiote, ce qui va aussi entraîner des problèmes de santé chronique. Bon, ça a l'air de quoi la catégorisation NOVA? Alors, on voit ici à gauche, ça c'est tout à fait logique, les fruits et légumes, ainsi que les légumineuses et les noix sont classés 1. On a les grains entiers aussi, comme du quinoa, par exemple, le riz, et les pâtes qui sont classées peu transformées. Le sucre
et le sel sont dans la catégorie 2 des aliments culinaires transformés. Mais ça dépend pas quand même un peu de la quantité qu'on mange, le sucre et le sel, on peut en manger un petit peu ou... Oui, j'aime bien. Tu sais, on dit souvent que c'est la dose qui fait le poison. Alors, je vais prendre un exemple ici d'un produit québécois qui contient dans ses ingrédients, quand même assez loin, du sel. Alors, si je prends cet ingrédient-là qui contient du sel et que je le mélange avec plein de beaux végétaux du groupe 1, est-ce que le plat complet va être trop riche en sel? Bien non. Donc, ça dépend avec quoi on va l'accompagner. Donc, je pense qu'il faut regarder la dose dans tout ça. Alors, si on continue, pas de surprise, les colas, les boissons gazeuses, ainsi que les charcuteries sont dans la classe 4. Alors, lorsqu'on revoit notre étude que je vous ai parlé tantôt, on voit que les deux groupes alimentaires qui augmentent la morbidité, les maladies, il y en a vraiment deux principales parce que les autres ne sont pas significatives. Donc, on voit vraiment que c'est les charcuteries ainsi que les boissons gasseuses qui sont les deux aliments classés ultra transformés qui ont un impact négatif sur la santé. Dans la charcuterie, tu inclus jambon, bacon, pepperoni, salami et certaines saucisses. Oui, c'est à peu près tout ça. On va en parler tantôt. Souvent, les charcuteries, c'est qui contiennent des nitrites. Hein, on va en discuter un petit peu tantôt. Donc, Y a-t-il des gens qui sont en attente? je pense que non, tout va bien OK, pour l'instant, c'est bon. Eric. Tu es un bon chef d'orchestre. OK, là maintenant, on va regarder un peu les angles morts de la classification NOVA. Donc, on a l'huile ici, euh, ainsi que le beurre qui sont dans la même catégorie, comme vous pouvez remarquer. Donc, ça, c'est un peu surprenant parce que le beurre est quand même riche en gras saturés, alors que l'huile est un aliment plutôt riche en gras insaturés, qui est de meilleur gras. Excusez-moi, donc j'ai mal de lèvres. Donc, le guide alimentaire canadien le spécifie très bien, hein, que si on veut améliorer notre santé cardiovasculaire, on doit remplacer le gras saturé par des bons gras et on dit de remplacer le beurre par l'huile d'olive. Alors, c'est quand même surprenant que l'huile et le beurre soient dans la même catégorie. Et on a mis la margarine dans la classe 4. Alors, ça aussi, c'est un peu surprenant parce que, bon, à l'époque, la margarine contenait des gras trans, hein, parce qu'on hydrogénait partiellement les huiles pour les rendre solides. Mais vous savez hein, que maintenant, c'est banni, les gras trans. Donc, il n'y a plus de gras trans dans les margarines. Mais comment on les solidifie? C'est qu'on ajoute un peu d'huile de palme et de coco et on va faire ce qu'on appelle l'interestérification. Alors, c'est un processus, c'est un nouveau processus. Euh, on n'a pas encore vraiment les effets à long terme sur la santé cardio-métabolique, mais une chose est sûre, c'est que l'impact est beaucoup moins pire qu'avant. Donc, si on regarde l'effet sur la santé cardiovasculaire, les margarines sont beaucoup mieux qu'avant. Donc, on pourrait dire que il y a quand même beaucoup moins de gras saturés. Donc, la margarine, au niveau de la santé cardiovasculaire, serait quelque part entre le beurre et l'huile. Donc, que la margarine a été mise en classe 4, ben c'est beaucoup, entre autres aussi, à cause des additifs qu'on y a ajoutés. Donc là, on voit, peu importe les additifs, hein, qu'ils soient bons ou pas bons, euh, on classe ça dans la catégorie 4. Mais est-ce que tous les additifs sont dangereux au même niveau? Tu sais, Bien, de- c'est. Ouais. Donc là, c'est là qu'il faut commencer à parler qu'il y a peut-être des additifs pires que d'autres, Eric. Alors, il y a des additifs qui sont maintenant classés nuisibles. L'exemple, on va en prendre plusieurs exemples tantôt. Les nitrites qu'on a dans les charcuteries, les colorants, certains colorants qui sont nuisibles à la santé. Alors, l'impact des certains additifs nuisibles peut, par exemple, augmenter l'hyperactivité chez les enfants, ça peut augmenter les risques d'allergie, d'intolérance, ça peut affecter le microbiote, ça pourrait être cancérigène comme les nitrites. Alors, il y a effectivement certains additifs qui sont nuisibles. Mais il faut quand même réaliser que certains additifs qu'on ajoute aux aliments, euh,
ou même des vitamines et des minéraux qui ne sont pas nuisibles, qui sont même plutôt inoffensifs. Alors, parfois, par exemple, on va ajouter de l'acide citrique à certains aliments pour la sécurité alimentaire, pour réduire la prolifération de bactéries, pour diminuer le gaspillage, augmenter la conservation. Parfois, des fois, on va chauffer, des fois, on va ajouter des additifs qui vont améliorer la valeur nutritionnelle et même la qualité sensorielle. Exemple, si on met un émulsifiant dans un lait végétal qui fait en sorte que la texture est meilleure puis que l'additif est inoffensif, moi, je ne vois pas de problème. Donc, de façon générale, on dit que les additifs inoffensifs ont rarement des effets négatifs documentés et une consommation occasionnelle reste sans conséquence pour les additifs inoffensifs. Alors, on va regarder quelques exemples, Eric. Alors, oui, il y a des colorants nuisibles. Hein, le rouge citrin, le bleu brillant, le jaune soleil sont parmi les nuisibles. Mais il y en a des tout à fait naturels. Si on met de la chlorophylle, par exemple, ou des carotènes, du curcuma, de la poudre de betterave, ça, il n'y a pas de danger. Alors, Eric, tu as remarqué que l'Halloween vient de passer. J'ai regardé dans le circulaire et il annonçait ces petits bonbons-là. Et quand j'ai regardé les ingrédients, premier ingrédient, sucre, bien sûr, mais il y avait du bleu brillant, du rouge allurate, des tartrazines. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui ont mangé ça. Mais ce qui m'a surpris, je suis retournée voir les ingrédients des Fruit Loops. Alors, j'ai réalisé que les colorants des Fruit Loops sont tous naturels. C'est du jus de carotte, c'est des anthocyanes, c'est du curcuma pour le jaune, il y a du jus de bleuet concentré. Et après ça, il y a plein de vitamines ajoutées. Alors, est-ce que je recommande pour autant des Fruit Loops? Non. Pourquoi? Parce que l'ingrédient principal, c'est du sucre. Alors, ce n'est pas tant les additifs qui sont problématiques dans des Fruit Loops, mais plus le fait que le sucre soit très élevé. Bon, les épaississants, ça commence à être de plus en plus problématique. Le polysorbate 60 ou 80, le, le carboxyméthylcellulose, ça, c'est des émulsifiants et on sait aujourd'hui qu'ils peuvent avoir des impacts négatifs sur le microbiote. Alors, c'est pour ça qu'on les met du côté à éviter. Mais de l'autre Ben, bord, juste oui, clarifier, là, ton côté rouge, c'est négatif, ton côté vert, c'est positif, c'est ouais, ça? OK, on utilise souvent les lumières des feux de circulation. On parfait. connaît bien ça. Donc, merci, Eric, de le spécifier. Alors, quand on veut euh, aider à la texture, ben, des fois, on peut mettre de la lécithine. Lécithine de soya, tournesol, c'est tout à fait inoffensif, là. Donc, on rajoute ça dans une boisson d'amande, pas de problème. Il y a des gommes parfois qu'on rajoute dans certains aliments. Ça non plus, c'est pas classé négatif. Et là, il y a une étude française, une très grosse étude française publiée en 2024 qui a déterminé que les mono- et diglycérides d'acide gras ainsi que la carragénine auraient aussi des effets négatifs sur le microbiote et augmenteraient les risques de certains types de cancers. Donc, on classe maintenant ces additifs-là dans éviter. En passant, il y a de plus en plus d'édulcorants qui ont un effet négatif aussi sur le microbiote, comme le sucralose et l'aspartame. Alors, on a certains édulcorants à éviter. Ceux qui sont inoffensifs ou qui sont classés dans correct, on pourrait dire le stevia, certains sucres alcool, pas en trop grande quantité, hein, parce qu'en trop grande quantité, ça peut avoir des petits problèmes digestifs. Et le fruit de moine. Alors, évidemment, je n'encourage pas les gens à manger des tonnes de tout ça, là, hein, parce qu'on veut se débarrasser de notre dent sucrée. Fait que je ne vous dirai pas commencer à mettre du stevia sur vos pommes pour que vos pommes soient plus sucrées, là. Alors, on utilise ça de façon raisonnable, mais il faut quand même considérer qu'il y en a qui sont pires que d'autres. Dans les conservateurs, on en a plusieurs qui peuvent être négatifs. Le BHA, par exemple, l'acide benzoïque, le parabène, mais il y en a d'autres qui sont totalement inoffensifs. Si vous voyez sorbate de potassium, là, c'est pas dangereux. On parlait d'acide citrique tantôt, de l'acide acétique.
Ça, c'est l'équivalent d'avoir mis du jus de citron ou du vinaigre. Alors, ce n'est pas tous les conservateurs qui sont nuisibles. Bon, certaines vitamines, minéraux, des fois, ça pourrait nous donner l'impression que c'est comme du chinois, mais c'est ça. Souvent, les gens ne reconnaissent pas que certaines vitamines peuvent avoir des noms compliqués. Alors, soyez attentifs à ça. Et il y en a plusieurs autres, hein. On n'a pas le temps de tout faire la liste aujourd'hui, mais le EDTA, par exemple, certains correcteurs de panification sont à éviter. Le bicarbonate de sodium, la petite vache, les enzymes, ça, c'est pas dangereux. Bon, les arômes naturels ou artificiels, ou les exalteurs de goût, ça, je vous dirais, c'est surtout dans quoi ils sont ajoutés. Si on, par exemple, on prend un exemple de produit qu'on connaît bien, et qu'on rajoute, par exemple, du glutamate monosodique dans des craquelins qui sont faits à partir de farine blanche et de shortening et qui fait qu'on en mange plus, ça, c'est moins intéressant. Par contre, si on met un arôme naturel dans une barre tendre qui est super nutritive, graines de citrouille, dattes, gourgane, bleuets, fraises, mais que juste à la toute fin, on met des arômes naturels pour faire en sorte que les enfants vont trouver ça bon, moi, je ne m'oppose pas à ça, là. C'est pas dangereux. Donc, deux exhausteurs de goût n'auront pas nécessairement le même effet dépendamment du produit. Bon, les fameux nitrates, parlons-en, Eric, les nitrites de sodium ou de potassium, Mhm. qui ont été classés, les charcuteries ont été classées cancérigènes en octobre 2015. Ça fait déjà un petit bout de ça. Donc, quand on voit nitrate, on essaye d'éviter ces additifs-là, bien sûr, qui sont habituellement seulement dans les charcuteries. Et est-ce que les saucisses à hot dog VG, OK, sont autant problématiques que les saucisses à hot dog normales, là, Et là, ben, tu poses habituelles? une question Ah, on se pose souvent. Alors, intéressant, quand on regarde la composition des saucisses régulières versus les VG, on se rend compte, bon, les deux ont de l'eau, les deux ont des protéines. Dans la saucisse régulière, c'est de la viande. Mais parfois, hein, il y a certains microscopes qui ont analysé certaines saucisses qui ont vu peut-être des choses un peu particulières comme des nerfs, des vaisseaux sanguins, du cartilage, de la peau. Bon. Dans les saucisses végé, ben, c'est de la protéine végétale, la protéine de soya, de blé, de pois, hein, de plus en plus. et On Marie, oui, là, tu parles de protéines, là, mais des fois, on voit isolat, on voit extrait, on voit concentré de protéines, de poids, de soya. Ce mot-là, isolat, protéines et tout ça, c'est grave, ça. ça fait peur, hein? Mais Oui, ben, on c'est le voit drôle, j'ai eu souvent. l'occasion de rencontrer un chercheur de l'Université Laval en technologie alimentaire et je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que c'est problématique de faire des isolats de protéines? Puis il m'a rassuré en disant, ça n'affecte pas du tout la qualité de la protéine, de l'isoler. Donc, peut-être qu'il y a bien des gens qui ont peur de ça sans nécessairement que ça soit basé sur les études. Alors, dans ces saucisses-là, on rajoute souvent des épices, un petit peu de sel, de la saveur. Certains additifs qui ne sont pas nécessairement dangereux, mais la grosse différence entre les deux saucisses, c'est que dans la saucisse régulière, il y a des nitrites, alors que dans les saucisses végé, c'est plus souvent du paprika ou de la poudre de betterave qui va colorer. Et lorsqu'on regarde la valeur nutritionnelle, bon, on s'entend que les deux saucisses sont riches en sel, là. On s'attend à ça d'une saucisse. Mais je remarque que les saucisses végé sont en général moins caloriques, moins de gras saturés, bien sûr. Puis même celle-là ici contient plus de protéines et plus de potassium et de fer. Donc, à choisir, je pense qu'on est peut-être mieux avec la saucisse végé. Je trouve qu'elle est un petit peu plus ragoûtante, personnellement. Bon, sans trop de surprise, toutes les sucreries, les fritures, la pizza est classée 4. Les assaisonnements comme le ketchup, les confitures, les boissons sucrées, les jus sucrés sont classés 3. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est de voir des tomates en conserve
classé transformé. Tout simplement parce que on l'a chauffé et mis dans une canne. Alors, c'est un peu là que c'est vrai qu'il y a certaines transformations, comme la cuisson à très haute température, peut effectivement parfois occasionner des toxines de cuisson. Hein? On parle souvent de glycation dans le cas des viandes. Quand on cuit une viande à très haute température, ça peut produire des produits de glycation. Mais il y a aussi, lorsqu'on fait frire des pommes de terre, par exemple, ça crée de l'acrylamide. Alors, c'est vrai que certaines températures, quand c'est trop élevé dans certains aliments, ça peut causer des petits problèmes de santé, des toxines qui peuvent amener des problèmes de santé. Mais il y a certaines transformations qui peuvent être très positives. La cuisson et la pasteurisation peut réduire la prolifération de bactéries, donc améliorer la sécurité alimentaire. La fermentation, on va le voir tantôt, qui peut augmenter la valeur nutritionnelle et même des fois les qualités sensorielles. Donc, ce n'est pas tout traitement qui est négatif. Puis j'aime bien prendre l'exemple des tomates. Hein, le fameux lycopène, hein, un antioxydant présent dans les tomates, le pigment rouge, bien, on se rend compte que quand on cuit la tomate, une quinzaine de minutes, ben, le contenu en lycopène augmente. Donc, ce n'est pas vrai de penser que toute forme de cuisson est toujours négative. Parfois, ça peut être même positif. Bon, tout ce qui est céréales et pain est classé 3 ou 4. Dans 4, évidemment, c'est les céréales et le pain qui contient des additifs. Est-ce qu'il y a du pain meilleur que d'autres, dans le fond, là, dans l'ensemble, là? Dans les pâtes et le pain qu'on mange souvent, là, qu'est-ce qui est recommandé? Bien, c'est ça. Donc, évidemment, comme nutritionniste, je vais vous recommander de manger des produits à grains entiers, donc le pain et les céréales à grains entiers. Évidemment, le pain brun qui est fermenté, qui est au levain, est de meilleure qualité que le pain blanc à la levure. Mais ils sont classés à la même place dans Nova. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Et lorsqu'on regarde toujours notre même étude de tantôt, bien, on se rend compte que les produits céréaliers sont plutôt positifs pour la santé. Alors, c'est reconnu, hein, les produits de grains entiers réduisent la mortalité, réduisent les maladies chroniques. Et il y a même certaines études là, qui sont publiées maintenant qui disent le fait de classer certains grains entiers, comme le pain de blé entier par exemple, dans les aliments transformés ou ultra transformés, bien, ça pourrait décourager leur consommation et nuire aux efforts qu'on a faits pour promouvoir les grains entiers. Bon, moi, ce qui m'a un petit peu surpris, hein, c'est que le tofu, le tempeh, ainsi que les légumineuses en conserve sont classées transformées. Alors, il faut le rappeler aux gens que les légumineuses, qu'elles soient tout à fait entières, mais aussi le tempeh, le tofu, ainsi que les légumineuses en conserve ont des effets bénéfiques sur la santé. Et je regardais même cette étude-là que j'ai trouvée bien intéressante. La fève de soya contient beaucoup de belles qualités, entre autres des éléments phytoprotecteurs. Mais lorsqu'on fermente le soya et qu'on en fait du tempeh, le contenu en éléments phytoprotecteurs augmente. Et ce qui est particulier, c'est que le soya, parce qu'il est non transformé, est classé 1, alors que le tempeh, parce qu'il a été transformé par la fermentation, est classé 3. Donc ça aussi, c'est une nuance, je pense, qu'il faudrait tenir compte, là. Et bizarrement, toutes les viandes sont classées dans la catégorie 1, alors que les légumineuses sont aussi dans la catégorie 1. Donc, c'est comme si on les met au même niveau. Alors que de plus en plus, on encourage les gens à aller plus vers les protéines de source végétale. C'est pas moi qui le dis, c'est même le guide alimentaire qui dit de choisir le plus souvent les aliments protéinés d'origine végétale. Et ce qui est surprenant, si je vous ramène à l'autre ici tantôt, euh, on a mis dans la même catégorie le bœuf et le poisson et le poulet. Puis lorsqu'on regarde le nouveau rapport Eat Lancet, hein, c'est un rapport très sérieux qui montre c'est quoi la diète santé planétaire, c'est un rapport qui a été produit par 37 experts dans 16 pays.
Donc, c'est quand même quelque chose de très important, ce rapport-là, qui vise la santé des humains ainsi que la planète. Et parmi les chercheurs, on retrouve Walter Willett, qui est un chercheur renommé mondialement. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport-là? C'est que si on voulait avoir une meilleure santé planétaire et humaine, bien, il faudrait que notre alimentation soit à prédominance végétale et en quantité modérée des aliments de source animale. Alors, on parle du bœuf. Il disait que comparé aux protéines végétales, la viande rouge serait associée à une augmentation des risques de maladies cardiaques, diabète type 2, une augmentation du poids ainsi que la mortalité en général. Et dans le rapport, on dit, ben, on serait mieux à ce moment-là de privilégier ou prioriser plus la consommation de poulet. Oups, que j'ai fait. Excusez-moi, j'ai essayé de... OK, désolée, j'admets le monde en même temps. Alors, on dit à cause de l'impact négatif des viandes rouges, ben, on suggère de prioriser le poulet et le poisson à cause de ces oméga 3. Et on parle de 30 grammes par jour, ce qui est l'équivalent d'une croquette de poulet, là. Donc, on voit bien que la protéine animale est présente dans la diète planétaire, mais en petite quantité. Alors, c'est toujours les végétaux en prédominance. Une autre surprise, hein, c'est tout ce qui est végé burger et végé saucisse. Toutes les alternatives à la viande sont classées 4 à cause de qu'ils sont transformés. Ils ne ressemblent pas à l'aliment initial. Alors, ça, on a eu beaucoup d'études, hein. Entre autres, il y a Matthew Nagra qui a fait un gros rapport, hein, scientifique. Il a évalué toutes les études qui ont été faites entre 1970 et 2023. Et il a réalisé que lorsqu'on remplace la viande par des alternatives végétales, en général, on voit le taux de cholestérol baisser et même on voit un impact positif sur le poids. Évidemment, il y a des qualités dans ces produits-là, hein. On essaye de choisir les alternatives qui ont moins de gras saturés, moins de sodium, donc on peut faire un meilleur choix, là. Il y en a une grande variété. Une autre étude célèbre qui a été réalisée par Christopher Gardner, qui est un chercheur renommé mondialement aussi, qui lui a voulu comparer justement de la viande, du bœuf même, puis de la bonne qualité de viande, là, il a pris la peine de prendre une bonne qualité de viande, et il a voulu comparer avec des alternatives végétales, pas nécessairement les meilleures, hein, il a pris du Beyond Meat. Alors, si on remplace de la bonne viande par du Beyond Meat, ben, quand on regarde les indicateurs au niveau de la santé cardiovasculaire, ben, ça s'améliore. Peu importe qu'on aille vers une alternative moins santé, malgré tout, on voit le TMAO, qui est un indicateur d'inflammation dans les vaisseaux sanguins, baisser. Le poids baisse un peu, le cholestérol. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Mais on peut faire mieux, bien sûr. Alors, il faut être conscient. Si on veut une alternative au burger de bœuf, qui est hyper palatable, hyper goûteux, on s'entend qu'on ne pourra pas remplacer ça par juste des légumineuses entre deux tranches de pain, là. Il faut être réaliste. On n'attirera pas beaucoup les gens avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même transformer les protéines végétales pour qu'elles soient goûteuses. Pas hyper goûteux pour que ça soit addictif, mais au moins que les gens puissent avoir du plaisir à le manger. Donc, c'est une transformation qui est positive. Donc, ça fait partie des transformations positives. Puis aussi, il faut réaliser que le fait d'avoir accès à des produits prêts à manger, ben ça peut diminuer la charge domestique des familles qui sont surchargées parfois. Alors, le prêt-à-manger n'est pas toujours négatif s'il est de bonne qualité. Alors, ça peut être une transformation qui est positive. Et quand l'industrie nous offre une alternative positive pour améliorer, mettons, ou réduire notre apport en viande rouge, par exemple, puis que ça peut améliorer la santé et l'environnement, bien ça, j'appelle ça une transformation positive. Le lait est classé 1
Les laits aromatisés, c'est-à-dire qui contiendraient par exemple du sucre et des additifs, seraient classés 4. Moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'on a mis les boissons végétales dans la catégorie 4. Peu importe lesquelles, hein, parce qu'elles ne ressemblent pas au végétal de base, ben, parce que ça a été chauffé, parce que ça a été mis en bouteille, ben, on est dans la classe 4. Et quand je regarde, moi, ça, c'est une boisson que je prends et euh, qui est faite à base de soya. Il y a des arômes naturels, mais ça ne sera pas dangereux pour moi. Il y a des vitamines ajoutées. Donc, oui, ça a été chauffé. Oui, c'est dans une bouteille prête à manger. Mais si cet aliment-là donne une alternative à, à du lait pour des raisons de santé ou d'environnement, ben, ça peut Est-ce être un bon que, choix. j'imagine que c'est vrai aussi pour les boissons, mettons, à l'avoine ou aux amandes, là, parce que là, Oui, on parle de soya, mais les autres oui. ont. Donc, les boissons végétales, encore là, il y a un choix à faire. On essaie de prendre celle qui a le moins de sucre dedans, qui n'en a pas. On essaie de prendre celles qui sont produites plus près de chez nous, comme le soya, qui est produit souvent localement, l'avoine. Il y a même des laits de pois maintenant, des boissons de Hmm. pois. Donc, on commence à avoir de très bonnes qualités de boissons végétales sur le marché. Ah, les mythes. Passons à la section des mythes. J'aime bien parler des mythes. Ouais, Eric. OK. Alors, premier mythe. Parce que là, on va laisser un peu le système Nova de côté, là. Ouais. On va parler d'autres choses. Alors, il y a beaucoup de mythes qui entourent les aliments ultra transformés. Alors, Eric, quel genre de mythe que tu entends, toi, de ton côté? Ben, si c'est dans une boîte, est-ce que c'est forcément ultra transformé? On se fait dire ça des fois, parce que, bon, la viande, on la prend, mais quand c'est dans une boîte, c'est-tu nécessairement Bien, grave? je l'entends beaucoup, moi, hein, ce mythe-là. Les gens me disent, ah, ben non, moi, j'achète pas ça, c'est dans une boîte. Ben, ça rend la tâche plus facile, hein? Ça, c'est un très bon exemple, hein, de burger que j'utilise très souvent. Et quand on regarde les ingrédients, moi, je suis même allée visiter l'usine, là. Et franchement, c'est tous des ingrédients qu'on utiliserait nous-mêmes à la maison. Donc, des lentilles, des carottes, des oignons, du persil, de la graine de lin, de l'ail frais. Alors, eux sont tellement gentils, ils nous les ont toutes mélangées ensemble pour nous faire un burger qu'on a juste à réchauffer et c'est prêt à manger. Alors, c'est pas passé dans une boîte que c'est mauvais. Mhm. Un autre mythe. Tu vois, l'argument celui-là, c'est celui-là qu'on entend souvent, puis ça m'horripile des fois, parce qu'il me semble que ce n'est pas un critère majeur, le nombre d'ingrédients. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Il me semble s'il y a 18 vitamines, puis toutes sortes d'affaires, c'est pas nécessairement Hum, grave, il me semble. Et donc, ouais. s'il y a Puis beaucoup surtout, hein, d'ingrédients, c'est-tu grave? ouais. Puis il aurait fallu mettre évidemment un beau S à ingrédients ici, bien sûr. Donc, oui, ça, c'est une autre affaire. Les gens me disent, oh, la liste d'ingrédients est tellement longue, je touche pas à ça. Bien, si c'est tous des bons ingrédients, comme ici, on le voit, là, c'est un produit que j'ai pris au hasard comme ça, là, mais reste que j'ai regardé ça, il y a 44 ingrédients. Mais pourtant, quand on regarde la liste, c'est majoritairement tous des ingrédients tout naturels, du quinoa, de la coriandre, des épinards, des oignons, du brocoli, des tomates, des oignons. Alors, il n'y a pas d'additifs dangereux dans ce produit-là. Alors, si ça peut vous faciliter la tâche, puis que vous ayez du plaisir à manger, pourquoi pas? Dernier mythe, Eric. Oui, quand c'est fait à la maison, c'est forcément meilleur. Peut-être que oui, souvent, mais pas toujours, Bien, j'imagine. c'est sûr qu'on incite les gens à cuisiner à la maison, là, hein, de cuisiner leurs propres affaires. Mais tu sais, moi, quand je vois des gens faire un gâteau à la maison avec de la farine blanche, puis du beurre, puis euh, Sucre. du sucre, ben oui, c'est fait maison, mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Alors ici, si on fait une, euh, une quiche avec du shortening, de la farine blanche, on met du bacon là-dedans, ben même si le chili de Ricardo est déjà prêt à consommer, où tous les ingrédients sont tout corrects, ben c'est pas parce que c'est fait maison que c'est toujours meilleur. Mhm. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous donner des trucs un peu pour essayer de déchiffrer les étiquettes, là?
les fameuses étiquettes qu'on regarde, là, puis pas toujours intuitif, là. Ouais. Mhm. Donc là, on veut vous donner un petit peu du pratico-pratique, hein? Comment s'assurer que le produit qu'on prend ne soit pas trop riche en sucre, en sel et en gras saturés, hein. On spécifie gras saturés. Alors, quelles sont les quantités de sodium recommandées? On recommande de viser autour de 1500 mg par jour et de ne pas dépasser idéalement 2300 mg. Donc, le but, c'est pas d'en avoir zéro, là. Non, il s'agit d'en Et le avoir une sodium, c'est quasiment quantité impossible. raisonnable. Il y en Mhm. a même naturellement dans nos aliments, là. Donc, Mhm. alors, juste vous donner un petit repère, parce qu'on va l'utiliser ça tantôt comme repère. Alors, 1500 mg de sodium par jour, ça revient à peu près à 500 mg par repas. Donc ça peut être quand même un élément qu'on peut garder en tête. Mais si on veut repérer rapidement la quantité de sodium sur une étiquette, ben, je trouve ça intéressant de voir qu'on doit manger à peu près le même nombre de calories que de milligrammes de sodium. Dans une journée, on devrait manger quelque part entre 1500 et 2300 calories. Donc ça peut être un bon truc, hein. Si on va voir la quantité de calories, on va voir la quantité de sodium, ça devrait être égal ou moins, hein. Si c'est moins, pas de problème avec ça. Alors, Eric, qu'est-ce que tu t'en dis si on se pratique un petit peu? Pardon? On va se pratiquer un peu. Oui. Hein, les All Brand, par exemple. C'est quand même surprenant de voir que des céréales peuvent être quand même assez salées, hein. On voit ici qu'il y a 220 calories et la quantité de sodium est à 390. Donc, il y a plus de sodium que de calories. Alors, ça, c'est surprenant, hein. Des fois, il y a du sel qui est inclus dans les aliments sans qu'on s'en rende compte. Dans un All-Bran, le sel est tellement bien réparti partout. Souvent, en plus, on rajoute du sucre. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais il est là. Alors, c'est pour ça que cette petite indication-là peut vous aider à repérer le sel. Puis c'est surprenant, les céréales, même le pain, parfois, nous apporte plus de sodium qu'on pense. Ça, c'est un exemple de burger. Il y en a toutes sortes de burgers sur le marché. Ça, C'est c'est un mon burger. préféré, celui-là. Ton préféré? Oui, on en mange souvent. Parfait. Puis en passant, c'est le Big Mountain, ça a l'air américain, mais pas du tout. C'est un burger canadien, hein? C'est pas américain. Alors, quand on regarde les ingrédients, tout est très beau dans ces ingrédients-là. Et ce qui est surprenant, là, quand même, pour un burger, on voit que les calories sont à 230 et le sodium est à 135. Ça, c'est quand même rare. Mais qu'on ait moins de sodium que de calories dans un burger, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Admettons que vous êtes bien occupé et que vous dites, moi, j'ai pas le temps de faire mon chili, celui du commensal. Est-ce que ça a du sens? Alors, les ingrédients sont très bons. Le sodium, vous voyez, il y a 230 calories. Le sodium est à 380. Alors, oups, on dit, oh, attends un peu, c'est un peu trop riche en sodium. Vous vous souvenez combien de quantité de sodium on doit avoir à peu près par repas, Eric? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, 500. 500. Là, ici, on est à 380. Fait que si on mange une tasse de ce chili-là, mais qu'on l'accompagne avec un bon riz brun qu'on a fait cuire nous-mêmes à la maison, on n'a pas rajouté de sel, puis qu'on se fait cuire des légumes étuvés pour accompagner notre chili, est-ce que mon repas en soi va dépasser la norme? Éric, toi, tu es comptable, là, normalement. Hein? Tu es capable de me comptabiliser ça, là? Je vais-tu Oui, être oui. correct? Ben, c'est comme tu dis, c'est la quantité qui fait le poison, là. Tu sais, si tu en Tout à manges fait. trop, La mhm, dose qui fait le poison. la Donc, ça, dose qui c'est fait le un. poison. Tout à fait, tout à fait. Mm. Donc, ça dépend avec quoi qu'on mélange. Puis j'imagine que ça dépend aussi de ce qu'on mange dans le reste de la journée aussi. Ben Peut-être oui, qu'un repas, tu en prends un peu plus, puis après ça, tu en prends moins, ou je sais pas, là. exactement. Si au déjeuner, on a pris un beau smoothie là, très complet avec des légumineuses là-dedans, puis toutes sortes de bons ingrédients, puis qu'il n'y avait quasiment pas de sodium dans mon déjeuner, ben si je dépasse de 100 ou 150 dans mon dîner, c'est pas la fin du monde non plus, là. Fait qu'il faut regarder ça dans son ensemble, Eric. Bon, fuir les sucres raffinés. Euh, Donc, on essaie toujours de privilégier des sucres qui sont protégés, hein, c'est-à-dire protégés par les fibres.
Alors, on le voit ici, une pomme, par exemple, est protégée. Le sucre de la pomme est protégé par les fibres. J'ai emprunté l'image du pharmacien parce que je la trouve trop, trop mignonne. Parce que quand le sucre est protégé par des fibres et enrobé dans une carapace de fibres, ben, le sucre va se libérer plus lentement, donc il n'y aura pas d'impact négatif. Quand on parle de sucre libre, c'est-à-dire que si on prend la pomme puis on la met dans un extracteur à jus ou si on prend du sucre raffiné, évidemment, là, les fibres sont disparues. Alors, le sucre devient libre. Donc, c'est là, lorsqu'on abuse dans le sucre libre, ben, on peut occasionner des problèmes, des fois, de santé métabolique si on en prend en excès, bien sûr. Alors, un exemple, les barres Val Nature. Hein, ça semble bien, mais quand on regarde le premier ingrédient de ces barres-là, ben, c'est du sucre. Hein, puis c'est pas du sucre protégé, c'est des sucres libres. C'est du sirop de maïs, c'est du sucre, du fructose, du sirop de tapioca. Et même un peu plus loin, il y a de l'huile de palme dans les ingrédients, l'huile de un petit peu plus riche en gras saturés. Et après, on a des amandes et des noix. Et moi, ce que je trouve toujours particulier, c'est que dans leur promotion, hein, sur leur site Internet, c'est marqué rempli de noix. C'est pas marqué rempli de sucre. C'est pas marqué rempli d'huile de palme. Mais non, c'est marqué rempli de noix. Donc, c'est sûr que l'industrie essaye un peu de nous piéger dans tout ça. Alors, lorsqu'on a des connaissances en nutrition, ça nous permet des fois de ne pas tomber dans ces pièges-là. Alors, nos barres de tantôt que j'apprécie beaucoup, qui sont des belles barres québécoises, alors faites de graines de citrouille, de dattes, qui se trouvent être du sucre protégé, donc ce n'est pas des sucres libres, des gourganes, et toutes des barres faites ici au Québec. Donc, ici, euh, le sucre, aucun problème. Le gras saturé maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on recommande? Qu'est-ce que l'American Heart Association recommande en termes de gras saturé pour prévenir les maladies cardiovasculaires? Eux autres recommandent moins de 6 des calories de la journée en gras saturé. Certaines autres organisations vont recommander jusqu'à 10 de gras saturé. Donc, jamais plus que 10 de gras saturé. Alors, j'ai fait un calcul pour une alimentation d'autour de 2000 calories par jour, à peu près. Donc, ça revient à peu près 5, maximum 7 grammes de gras saturé par repas. Alors, ça, essayez de quand même retenir ce repère-là. Alors, si on prend des exemples, si quelqu'un veut faire un burger pour souper ce soir et décide de s'acheter un burger de bœuf, alors tout de suite en partant, on voit qu'une seule boulette nous apporte déjà 10 grammes de gras saturé. Fait que si on prend 2 burgers, on va être rendu à combien donc, Eric? Ben, Alors, si on va vers le Beyond Meat, hein, un des pires burgers sur le marché, donc c'est gras saturé 6 grammes. Donc, on est déjà moins de gras saturé. Mais si on veut faire mieux, puis on va vers un burger, par exemple, fait avec des lentilles et qui n'a pas d'huile de palme, mais là, on est à 0,5 grammes de gras saturé. Et là, puis pourquoi qu'il y a du gras saturé dans des bah, lentilles? il y en a très peu, hein, il y en a Oui. très peu. Il y a toujours un petit peu de gras saturé dans les aliments. Mais encore là, l'idée, c'est d'être en bas de 6 Alors, c'est Mhm. normal, même les végétaux ont un petit peu de gras saturé, mais c'est dans Puis, les excès qui sont puis les dangereux. meilleurs gras, c'est les insaturés ou Les insaturés. polyinsaturés? Les mono-insaturés Mono? ou les polyinsaturés. Donc, ce sont les insaturés. Ceux qu'on doit éviter en excès, ce sont les gras saturés. Mhm. Donc, on retrouve majoritairement dans les produits de source animale, mais aussi dans l'huile de palme et l'huile de coco. Hein, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Là. L'huile de coco, les gens pensent encore qu'il n'y a pas de danger, mais on a des consensus maintenant qui disent que des excès d'huile de coco, ça augmente la part en gras saturé dans l'alimentation. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les médias dernièrement. Beyond Meat, ils ont entendu le message de tout le monde, là, puis ils ont décidé de faire un burger avec moins de gras saturé. Donc, ils ont décidé d'utiliser de l'huile d'avocat dans leur burger maintenant. Donc, on voit que la part en gras saturé a passé de 6 à 2. Donc, on voit que c'est quand même un pas dans la bonne direction.
Alors, si on avait refait l'étude avec Christopher Gardner, avec ces nouveaux burgers-là, probablement qu'on aurait eu des marqueurs encore plus positifs. Bon, alors, Eric, qu'est-ce qu'on retient dans tout ça? Donc, avant de se préoccuper du degré de transformation, hein, parce que c'est ça, hein, les gens ont peur de tout ce qui est transformé. Mais avant de se préoccuper de ce degré de transformation-là, il faut peut-être se dire que le critère numéro un, ça serait de mettre d'abord les végétaux en prédominance dans notre assiette. Donc, après, si on veut se soucier du degré de transformation, c'est parfait. Mais c'est les végétaux d'abord, puis par la suite, on va vers des aliments les moins transformés possibles. Donc, c'est sûr qu'on veut idéalement les deux. Mais il reste que c'est pas, on ne se considère pas seulement le critère numéro 2. Il faut regarder l'aspect sur la santé et aussi l'environnement. Donc, ça aussi, il faut le rajouter. Donc, il faut vraiment avoir une vision plus saine, plus durable de l'alimentation. Alors, puis il faut être vigilant quand même, hein. Vous avez remarqué que l'industrie tend des pièges, essaie de nous mettre des aliments les plus hyper palatables. Donc, il faut être capable de ne pas tomber dans ces pièges-là. Et selon moi, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'avoir des connaissances, d'avoir eu une éducation en nutrition pour être capable de bien faire des choix éclairés. Et c'est, je pense, ce qui nous manque dans notre société. Moi, j'ai toujours milité et je vais toujours continuer à militer pour plus de connaissances, idéalement même à l'école. J'aimerais tellement qu'on ait des cours de nutrition à l'école. Alors, privilégions les végétaux les moins transformés possibles et favorisons l'éducation comme vous faites très bien avec Transition alimentaire Québec. C'est beaucoup l'élément central. Et petit rappel que notre guide alimentaire canadien va beaucoup dans le même sens qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, si on veut avoir des repères, si on veut avoir un bon guide, je pense que maintenant, le guide alimentaire est vraiment un outil qu'on peut utiliser très facilement. Il n'est pas assez connu, selon moi, le guide alimentaire. Il faudrait l'enseigner. Donc, on a un bon guide. Après, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de le mettre en pratique. Et moi, quand je me promène un peu là, dans des congrès internationaux, ben, je peux vous dire que les gens d'ailleurs sont très jaloux, sont très envieux de notre guide alimentaire canadien qui a décidé pour une fois de ne pas inviter l'industrie à la table de décision et on a vraiment regardé l'aspect plus scientifique. On s'est attardé aux faits scientifiques. Alors, c'était un peu le message d'aujourd'hui qu'on voulait vous transmettre. Alors oui, on veut les aliments les moins transformés possibles, mais privilégions toujours d'abord les végétaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des C'est questions, fort Eric. intéressant, Anne-Marie, les nuances qu'il y a à faire dans tout ça, là. Donc, Oui. Puis le système transformer, non Nova, transformer, c'est rien qu'un volet dans la patente. c'est Puis, ça. Donc, le système Nova a quand même fait un pas. Il y a eu un avancement avec ça. ouais. Mais il reste que il y a un peu de nuance à amener. Puis moi, j'ai juste peur que ça crée peut-être un petit peu de confusion dans J'ai tout ça. quelques questions. OK, Oui, quelques allons-y. questions. Les légumineuses en canne sont-elles mauvaises pour la santé? Je pense que tu y as répondu, mais Non, c'est ça. Encore là, revenons toujours à l'aspect pratique. Si quelqu'un me dit, moi, j'ai pas le temps de faire cuire mes propres légumineuses, puis je veux en manger pareil, ben allons-y avec les légumineuses en conserve. C'est pas parce que ça a été mis en conserve, chauffé, on peut essayer de prendre celles qui ont moins de sel peut-être dedans. Il y en a même sur le marché des sans sel. Euh, donc, il n'y a aucun danger. C'est bénéfique d'ajouter des légumineuses dans son alimentation, même si elles sont en conserve. Oui, on essaie de privilégier les gens, on essaie d'amener les gens à faire plus leurs propres légumineuses à la maison. C'est moins coûteux en plus, mais il reste que ça fait partie des choix très simples d'utiliser des conserves de légumineuses. concernant le lait de Oui. vache, on me dit ici le lait de vache est chauffé et homogénéisé. Pourquoi n'est-il pas considéré comme transformé?
Pas Ça, obligé de trop débattre là-dessus, il mais faudrait demander aux chercheurs. Je vais assister à une conférence très bientôt avec justement Carlos Monteiro et je vais essayer de lui demander. Parce ouais, c'est un qu'effectivement, mais c'est que l'idée de Nova, c'est vraiment qu'il faut que l'aliment ressemble à celle qui existe dans la nature. Bon, Ah ouais, on pourrait OK. en parler longuement. Donc, c'est ça. Donc, On ça me demande ressemble aussi, encore. peut-on identifier quelques produits du quotidien qui semblent sains, même s'ils sont considérés comme ultra transformés? Je pense que Ben, tu on en en as. a pointé quelques-uns, hein. Juste Oui, ici, tu sais, on a parlé du chili de... Il y en a plein, hein. Je pourrais faire une liste, c'était pas ça le but sur aujourd'hui. beaucoup de C'était burgers, plus vous donner des outils pour être capable vous-même de, de bien les repérer. On a parlé de ça, on a parlé de Végé Gourmet, bien sûr. Je vous ai parlé au tout début de les Gusta, burgers. hein. Moi, j'aime bien leur haché végétal. C'est quand même, les ingrédients sont très, très bien. Puis on a dit aussi, il faut se le rappeler, que même si on a certains aliments transformés dans son alimentation occasionnellement, euh, c'est correct aussi. Tu sais, on parlait tantôt de saucisses à hot dog. Tu sais, moi, je ne mange pas ça souvent. Tu sais, ça peut faire des aliments de transition extraordinaires. Mm. Quelqu'un, tu sais, on a des enfants puis ils veulent absolument manger un hot dog, ben on peut leur présenter une fois de temps en temps des végédogs qui ont quand même Ils s'en rendront peut-être même pas compte. ils s'en rendront pas compte, puis c'est pas, ça nuira pas à leur santé s'ils en mangent une fois de temps en temps dans un bon pain brun, avec des bons ingrédients. On rajoute de la salade de choux là-dedans. Donc, il y a moyen d'incorporer ici et là des aliments un peu plus transformés, comme la saucisse hot dog, mais de façon occasionnelle. Puis, il ne faut pas oublier le plaisir dans tout ça, hein? Ben oui. Le plaisir Une et autre le question côté aussi, si, pratique. si on met des fruits dans le blender, est-ce que ça enlève la protection des fibres quand on Non, met le puis fruit au c'est complet? Non, à date, on a beaucoup d'études qui montrent que c'est positif de prendre un smoothie parce qu'on préserve les fibres, justement. Et il y a même des études récentes là, qui ont démontré que lorsqu'on met, par exemple, des petits fruits dans le blender, comme des framboises, il y a des petits grains, hein, beaucoup dans les framboises. Et lorsque c'est passé dans la machine, les petits grains sont plus décomposés et ça va libérer plus d'éléments protecteurs qui vont même avoir des effets bénéfiques. Donc, moi, je dis toujours aux gens, manger des fruits entiers, hein, c'est important, mastiquer, c'est une belle satisfaction, mais de prendre des smoothies plutôt que des jus, euh, on préserve les fibres, il n'y a aucun danger. Donc, c'est les boissons gazeuses qu'il faut éviter. Donc, si on peut inciter les enfants à remplacer des boissons gazeuses par des smoothies, on est dans la bonne voie. Hein? Mhm. Il faut travailler en ce sens-là. Donc, empêchez-vous pas de prendre des smoothies faits avec des fruits frais, là, ou des fruits congelés, zéro danger. Puis même, Alors, il y a des fois des poudres de fruits sur le marché qui peuvent faciliter la tâche. On fait juste rajouter ça dans un lait végétal, puis si les ingrédients sont bons, pourquoi pas? Donc, voyez-vous, il faut être capable de mettre de la nuance dans tout ça.